Le ratel et la menthe religieuse. Il faut bien admettre que c'est les créatures les plus intrépides du monde animal. Mais si le ratel ne connaît pas la peur, la menthe religieuse craint parfois pour sa vie. Dans 2 cas bien précis. J'ai pas besoin de vous apprendre quel est le premier. Après l'accouplement, il arrive souvent que les mâles meurent. Oui, certaines femelles menthes dévorent la tête du mâle après leur nuit de noces. Mais il existe une autre situation dangereuse qui ne laisse vraiment aucune chance de survie aux menthes. Regardez attentivement ce qui va se passer. Cet homme tient une menthe religieuse. Il la met dans l'eau, bien que les menthes n'aiment pas beaucoup ça. Et cette chose qui rappelle une scène du film Alien est une créature appelée ver gordien. C'est qu'un invertébré, mais il peut prendre le contrôle d'une menthe et occuper tout l'espace dans son corps. Avant d'en arriver là, le ver gordien a une longue route devant lui, qui lui permettra d'atteindre sa destination finale et de mettre son plan à exécution. Tout commence par des œufs qui ont été pondus dans une rivière ou un étang. Au fil du temps, ils se transforment en larves, que mangent d'autres insectes aquatiques. Ou plutôt, les insectes pensent les avoir mangés, alors qu'en réalité, les larves de vers gordien se font simplement prendre en stop afin de pénétrer dans l'organisme. Une fois à l'intérieur, elles s'enfoncent dans la chair de leur hôte, elles se recroquevillent, développent une coquille solide et attendent. Rapidement, l'insecte arrive à maturité, il déploie ses ailes et sort de l'eau. Ça tombe bien, car la larve du ver gordien a de grands projets d'avenir. Elle doit pousser la menthe à manger l'insecte hôte, et c'est là que commence vraiment la vie d'un ver gordien adulte. La vie d'un parasite terrifiant. Mais le but principal de toute créature vivante est d'avoir une descendance. Les parasites ne se comportent pas comme ça par méchanceté, c'est simplement ainsi qu'ils se sont adaptés au monde, évolution oblige. Donc, pour laisser une descendance, le ver gordien doit aller dans l'eau. La menthe doit y conduire le parasite, bien qu'elle préfère généralement rester loin de l'eau afin de ne pas devenir une proie facile pour les oiseaux et les poissons. Le ver gordien doit faire un effort. Il affecte les substances chimiques du cerveau de la menthe, lesquelles font que l'insecte erre sans réfléchir jusqu'à ce qu'il atteigne l'eau. Mais la menthe ne tombe pas simplement dans l'eau. Une fois près de l'eau, elle est affectée par la lumière qui se reflète sur la surface de l'eau et saute dedans. Le ver gordien sort presque immédiatement du corps de son hôte et il s'en va à la nage. Pourquoi faire ? Pour se reproduire bien sûr, et trouver de nouveaux hôtes. Alors, que ressent la menthe pendant tout ce temps ? On ne peut que faire des hypothèses, c'est pas comme si les menthes nous disaient ce qu'elles éprouvent, mais voici ce qu'on sait. La larve se transforme en ver en se nourrissant de la graisse du corps de son hôte, qui est une source d'énergie, et la menthe cesse donc de se développer. Elle arrête de grandir et de s'accoupler, elle se sent peut-être épuisée. Mais c'est pas tout, le ver gordien doit être certain que son hôte ne se fera pas dévorer sur le chemin du plan d'eau. Aussi, il incite sa victime à agir aussi prudemment que possible. C'est pas seulement vrai pour les menthes, d'autres insectes comme par exemple les grillons sont également victimes des vers gordiens. Les grillons infectés par un ver gordien deviennent silencieux et cessent de striduler, car ce son attire les prédateurs. En outre, certains scientifiques pensent que le ver gordien partage son système immunitaire avec ses victimes afin de préserver leur santé et de ne pas les tuer accidentellement trop tôt. Une drôle de façon de prendre soin de quelqu'un. Bien que le ver à l'intérieur de l'hôte puisse facilement atteindre 60 cm de long, la victime, elle, ne grandit pas. Ça ne signifie pas pour autant que les insectes infectés par ces parasites ont la même apparence que les autres. J'ai déjà mentionné que les vers gordiens se nourrissent des graisses et empêchent leurs hôtes de se développer. En effet, les menthes et les criquets adultes infectés ressemblent davantage à des adolescents. Les insectes atteints ont des pattes et des ailes plus courtes et des antennes différentes. En bref, si on place un insecte infecté et un insecte ordinaire l'un à côté de l'autre, on voit tout de suite la différence. Et puis une question importante m'est venue à l'esprit. Il se passe quoi ensuite ? Les vers gordiens deviennent vraiment grands et il semble qu'aucune créature vivante ne puisse survivre en coexistant avec un tel voisin. Dès que le ver quitte le corps de l'hôte, ce dernier devrait mourir sur le champ. C'est ce que Steve et moi pensions quand on a commencé à tourner cette vidéo. Mais on a découvert que les menthes et les grillons sont sacrément coriaces. Bien sûr, ils peuvent se noyer s'ils sont emportés par le courant. C'est sans doute ce qui se produit le plus souvent. Mais en cas contraire, ces insectes parviennent à survivre à leur cohabitation avec un ver gordien. Ou même plusieurs d'entre eux. Les menthes infectées redeviennent simplement normales et elles continuent de vivre comme d'habitude. Si je sors, Théoden meurt. Vous ne m'avez pas tué, moi, alors vous ne le tuerez pas. Quand on y pense, la seule façon pour les insectes de se débarrasser des parasites est d'attendre qu'ils sortent.
l'évolution ne leur a pas fourni de plan B. Sauf dans le cas du gastéropode marin Elysia marginata. Cette créature emploie ce qui est peut-être le moyen le plus étrange qui soit pour se nettoyer des parasites. Elle se débarrasse de son corps. Je vous assure, on dirait une décapitation. La seule chose qui reste du mollusque est la tête, épargnée par les parasites. En quelques jours, le corps commence à repousser et 3 semaines plus tard, le mollusque a régénéré 80% de son corps, y compris tous les organes vitaux. Ce corps tout neuf est une copie exacte de l'ancien, qui était infesté de parasites, mais le nouveau est sain. Mais comment c'est possible ? Je veux dire, vivre avec uniquement la tête, sans cœur et autre chose utile. Il faut plusieurs heures à Elysia marginata pour séparer sa tête de son corps. Après ça, le mollusque peut survivre en tant que tête durant plusieurs semaines. C'est possible grâce à la rare capacité qu'ont les mollusques de survivre par photosynthèse. C'est ce qu'on appelle la kleptoplastie. L'animal séquestre les chloroplastes des algues dans son propre corps et pendant quelque temps, il tire parti de la photosynthèse comme si de rien n'était. Non, moi non plus je n'y ai pas cru tout de suite quand Steve m'en a parlé. Mais si c'est pas assez choquant pour vous, voici une autre info qui m'a tout simplement époustouflé. Le corps du mollusque peut également survivre pendant des jours, voire des mois, sans tête. Certes, le corps ne peut pas faire pousser une nouvelle tête, mais le cœur continue de battre. Imaginez que les humains soignent les problèmes de santé de cette façon. Vous vous êtes coupé l'orteil. Débarrassez-vous de votre jambe et faites-en pousser une nouvelle qui ne vous fera pas mal. C'est absurde. Mais d'un autre côté, comment les animaux sont censés faire face à ça ? Ils peuvent pas se contenter de prendre un médicament qui tuera les parasites. Même les plus évolués d'entre eux sont pas capables d'inventer des remèdes aussi efficaces. Du moins, pas à notre connaissance. À propos, les scientifiques pensaient autrefois que les animaux migrateurs, comme les cerfs, fuyaient les parasites en se déplaçant vers des régions plus froides. Si on est constamment en mouvement, personne ne peut s'accrocher à nous. Cependant, une étude de 2018 a montré que les animaux migrateurs ont encore plus de parasites que ceux qui restent au même endroit. Ils en ramassent probablement différentes sortes en cours de route. Donc se faire pousser un nouveau corps n'est pas une mauvaise idée dans la nature. Car, comme vous l'avez déjà compris, les parasites ne se contentent pas toujours de manger leur hôte. Franchement, ça semble même être l'issue la plus favorable, par rapport aux créatures qui transforment leurs propriétaires en zombies. Mais comment ils font ? Est-ce qu'ils pénètrent dans le cerveau de l'animal et lui murmurent des ordres ? « Tu n'es plus toi-même. Maintenant, tu es moi. » En fait, afin d'étudier comment les parasites prennent le contrôle d'un animal, on a même créé une nouvelle branche de la science appelée neuroparasitologie. Les interactions hôte-parasite, bien sûr, ne datent pas d'hier. Il a fallu des millions d'années à l'évolution pour aboutir à un tel résultat, mais il semble qu'en fin de compte, tout se résume à la complexe chimie du cerveau. La très complexe chimie du cerveau. En fonction du résultat que le parasite cherche à obtenir, il affecte les mécanismes neuronaux par le biais de certaines substances chimiques. Par exemple, le champignon Cordyceps utilise certains produits chimiques non encore étudiés pour inciter les fourmis à grimper le plus haut possible sur une plante et à y demeurer jusqu'à ce que le champignon ait entièrement consommé l'insecte. Un ver parasite au curieux nom de douve du foie affecte également les capacités de déplacement des fourmis afin que l'insecte grimpe au sommet des brins d'herbe et se fasse manger par une vache. Les vers cordiens que j'ai déjà mentionnés forcent les mantes et autres insectes terrestres à entrer dans l'eau de façon similaire. D'autres produits chimiques activent la fonction de garde du corps chez les insectes. En tout cas, c'est comme ça que les scientifiques l'appellent, mais je dirais plutôt que les substances chimiques du cerveau font bouger les chenilles et les coccinelles pour effrayer les prédateurs. Ça permet à la progéniture des parasites de survivre. Et vous savez quoi ? Les scientifiques ont réussi à découvrir de nombreuses espèces au comportement parasitaire similaire. Ils ont même créé une nouvelle branche de la science. Mais ça n'a pas permis de clarifier la façon dont ces substances chimiques fonctionnent. Bien sûr, on poursuit les recherches, mais dans la plupart des articles scientifiques, on ne trouve que des phrases du type « puis le parasite pulvérise quelque chose sur le cerveau de la victime, et c'est fini ». Il pulvérise quoi exactement ? Comment ça marche ? On n'en a aucune idée. La toxoplasmose reste encore le cas le mieux étudié. C'est une maladie causée par le parasite protozoaire Toxoplasma gondii. Il infecte les rongeurs et diminue leur aversion pour les chats, condamnant ses hôtes à une mort certaine. Le parasite doit pénétrer dans le corps du chat et le rongeur doit donc l'y conduire. Il y a encore tant d'autres parasites différents et mystérieux. Prenez Saculina par exemple. Vous en avez déjà entendu parler ? C'est en fait une bernacle qui ressemble à une coquille. Mais contrairement à la plupart des bernacles qui se contentent de se coller au rocher,
et de filtrer l'eau pour en extraire leur nourriture, Sakulina a évolué pour devenir un parasite. La larve microscopique de Sakulina repère un crabe sans méfiance à l'aide d'organes sensoriels spécialisés, puis elle s'attache à la partie la plus vulnérable de la coquille. Et au bout d'un moment, comme un parasite coriace est censé le faire, elle prend le contrôle du corps et de l'esprit de son hôte. Elle empêche le crabe de se reproduire, puis elle le transforme en une nounou attentionnée. Le crabe s'occupe de la progéniture de Sakulina comme si c'était la sienne. Et peu importe que le parasite cible un mâle ou une femelle, les mêmes substances chimiques mystérieuses affecteront les hormones et convaincront le pauvre animal qu'il est une femelle et qu'il doit agir comme une femelle. Il faut bien admettre que c'est vraiment cool. Peut-être que certains de nos spectateurs s'intéresseront tellement à la neuroparasitologie qu'ils découvriront un jour la composition de toutes ces substances chimiques qui affectent l'esprit des animaux. Qui sait ? À plus.